Rocard défend la CSG à l'Assemblée nationale. En toile de fond, la menace d'une motion de censure et la grogne d'une majorité de Français. Les lycéens et Lionel Jospin assis autour de la même table. Au centre des discussions, les 4,5 milliards débloqués par le gouvernement et déjà contestés par les coordinations. Enfin, Jean-Claude Darmon en garde à vue. Le grand argentier du football aurait dégagé des sommes considérables par l'intermédiaire de 12 sociétés écrans. Bonsoir, le nouvel impôt, la condition lycéenne, les fausses factures, voilà les 3 dossiers du jour. Il n'y a aucun lien entre eux, mais curieusement, les polémiques qu'ils suscitent contribuent à créer un drôle de climat. Il y a de la nervosité dans l'air. Et les hommes politiques qui ont pourtant le cuir solide voient dans ce climat les prémices d'une crise. Il n'est pas sûr du tout qu'elle éclate, mais le débat qui s'est ouvert à l'Assemblée nationale sur la CSG s'annonce délicat pour Michel Rocard. Le sort de son gouvernement va peut-être se jouer sur ce projet de réforme qui ne plaît ni à l'opposition de droite, ni au Parti communiste. Mais le Premier ministre refuse de plier et du coup prend tous les risques. Daniel Sportiello, Marc Doux. 15 h, Michel Rocard est entré dans l'arène. Avec la CSG, il joue sa survie à Matignon, car il y a censure à la clé. Et c'est un Michel Rocard très remonté qui est venu défendre sa réforme, un projet qu'il a voulu contre pratiquement tout le monde. Contre son propre ministre des Finances, contre la grande majorité des syndicats et contre le front anti-CSG que constitue la droite et pour la première fois le Parti communiste. Mais loin d'enterrer son projet, Michel Rocard a défendu bec et ongle une réforme qui devrait moderniser le financement d'un système de protection sociale vieux de 45 ans. Michel Rocard se veut donc moderne, le mot est lâché, contre les conservateurs de toutes sortes qui ne lui proposent, estime-t-il, aucune alternative. Je vois au contraire converger, en osant à peine se regarder tant ils sont gênés de se trouver côte à côte, tous les conservatismes politiques ou syndicaux, de droite ou en principe de gauche. Certes, mesdames et messieurs les députés, ce n'est pas une sinécure que de remuer tout votre immobilisme. La CSG, je crois, révélatrice de la célèbre méthode dite méthode de Rocard. À force de vous contredire, vous proposez une réforme qui est à moitié mensongère, qui est très antisociale et qui sera très inefficace. Pour le Premier ministre, la partie s'annonce serrée jusqu'au vote lundi de la motion de censure. L'heure n'est plus aux négociations techniques sur la CSG. La bataille est politique. Pour l'opposition, il s'agit maintenant de renverser le gouvernement. Et précisément, entre les deux camps de droite et de gauche, il y a quelques députés qui vont subir une forte pression. On les appelle les non-inscrits. Inutile de dire que dans les couloirs de l'Assemblée cet après-midi, ils étaient très recherchés ou très courtisés. La censure dépend en effet de quelques voix. Reportage à l'Assemblée de Michel Lemerle et Marc Doux. Toute la journée, journalistes et parlementaires faisaient leur pointage. Va-t-on parvenir à ces 289 voix qui feraient chuter le gouvernement Rocard? Les positions de tous les grands groupes étant acquises, ce sont les non-inscrits et une poignée de centristes qui sont l'objet de toutes les sollicitudes. Les ministres d'ouverture jouent les sergents recruteurs. Laissez-moi faire un tour de piste, me renseigner dans les vestiaires avant de pouvoir vous dire quelle sera l'issue du match. Alors c'est quoi un tour de piste? C'est de voir les uns les autres pour savoir ce qu'ils veulent faire. Ce qui est normal, c'est la démocratie. Résultat, situation difficile, reconnaît-on au PS, mais pas de panique. Pour autant, je ne suis pas inquiet en ce qui concerne la motion de censure. Je suis persuadé qu'elle sera rejetée. À droite, on balise aussi le terrain, gare aux mesures de rétorsion contre ceux qui ne voteraient pas la censure. Si, lorsqu'on a été élu, avec les voix des électeurs de l'opposition, on ne fait pas ce qu'ils vous demandent, cela veut dire qu'on n'est pas dans l'opposition, et donc que l'opposition doit se mettre en position de présenter contre ces députés-là un certain nombre de candidats. Les centristes n'ont pas été convaincus par le discours de Michel Rocard. Ils affirment pour l'heure qu'ils voteront la censure comme un seul homme. Nous ne pourrons pas donner un chèque en blanc au gouvernement et malheureusement ce discours nous conduira à censurer le gouvernement. Dans le doute, on en est à ausculter la moindre moue ou le moindre sourire d'approbation, notamment de Raymond Barre. Vous permettrez au neuropsychiatre que je suis d'interpréter les sourires de façon différente. Les voix de différence risquent de se compter sur les doigts de la main. L'enjeu politique est donc considérable, mais il n'est peut-être pas inutile pour mieux comprendre
de revenir sur le contenu du projet. C'est quoi la CSG? Ce nouvel impôt est en effet mal perçu ou mal compris par les Français. Un tiers d'entre eux avouent même ne pas comprendre du tout ce projet, peut-être beaucoup trop compliqué. Alors comment va s'appliquer la CSG et qui est concerné? Réponse avec Claude Guénaud. La contribution sociale généralisée s'applique à tous les revenus, salaires, revenus non salariaux, patrimoine. Les retraités et les chômeurs imposables sont aussi concernés. Au taux de 1,1%, la CSG devrait rapporter l'année prochaine 37,5 milliards. Pourtant, ni l'État ni la Sécurité sociale n'y gagneront un centime de plus. Les 37 milliards seront compensés par la suppression du 0,4% d'impôt sur le revenu et la réduction des cotisations vieillesse. Avec ce système qui réduit les prélèvements d'un côté pour créer une cotisation de l'autre, le gouvernement estime que 83% des salariés devraient y gagner au change. Un smicard verra même son pouvoir d'achat augmenter en fin d'année. En revanche, les hauts salaires, donc les cadres, paieront plus. Ainsi, pour le gouvernement, la CSG est une mesure redistributive et de justice sociale, d'autant plus que les revenus du capital contribueront à hauteur de 3 milliards. C'est là que réside une des principales critiques contre la CSG. La part revenant aux salariés étant 8 fois plus importante que celle supportée par le patrimoine. Les SICAV de capitalisation, par exemple, ne sont imposables qu'à partir de 300 000 francs. L'autre critique est le taux de 1,1% que le Parlement peut décider d'augmenter chaque année en fonction des besoins de la sécurité sociale. La CSG est destinée à résorber le déficit de la sécurité sociale, mais le gouvernement a prévu d'autres mesures pour limiter ou pour freiner les dépenses de santé. Et deux grands secteurs sont concernés par cette réduction des dépenses de santé, les médicaments et les hôpitaux. Ce soir, en ce qui concerne les hôpitaux, Claude Évin voudrait les rendre plus autonomes pour obtenir une meilleure gestion. Exemple de cette réforme avant la lettre, le CHU de Lille, qui fonctionne en contrat d'objectif avec l'État depuis 1 an. Reportage sur place de Marie-Hélène Tichou et Philippe Basquin. Une cité dans la ville. 11 000 personnes travaillent au centre hospitalier universitaire de Lille. Le CHU a passé un contrat d'objectif avec l'État. L'État garantit les investissements et accorde une dotation supplémentaire. L'hôpital, lui, gagne plus d'autonomie, mais doit faire avec son budget. Pour 91, il s'élève à 2,45 milliards de francs. Nous devons assumer nos responsabilités. Il n'est pas question d'avoir une politique inflationniste. Ce n'est pas comme ça que nous participerons à la nécessaire maîtrise des dépenses de santé. Nous considérons que nous avons un devoir, en tant que gestionnaire, de participer à la politique de maîtrise des dépenses de santé. Les syndicats apprécient la démarche du contrat d'objectif, connaître les choix, associer les salariés au fonctionnement des services, ils sont pour. Mais la région Nord-Pas-de-Calais est lanterne rouge pour la santé en France et ils ne trouvent pas de réponse à cette situation dans le contrat. Est-ce qu'il va nous apporter des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins de la population Nord-Pas-de-Calais, besoins importants, en témoigne le taux de mortalité infantile qui est le plus élevé de France. Il faut qu'il y ait des moyens suffisants pour l'ensemble de la région et après seulement on parlera éventuellement de répartition. Le cœur de l'hôpital bat au rythme de la région. La cardiologie est l'un des atouts du CHU. Les autres établissements hospitaliers ne lui font pas concurrence. Définir des objectifs, c'est réfléchir et choisir en fonction des progrès de la recherche. C'est mieux utiliser ce qui existe. Mais c'est aussi tenir compte de son environnement et jouer la carte de la complémentarité. Il faudrait que la logique soit respectée, en l'occurrence que les petits hôpitaux se chargent de la pathologie traditionnelle, que les hôpitaux lourds aient en charge les pathologies complexes, difficiles et qui demandent une actualisation quasi annuelle dans les moyens qui sont mis à leur disposition. Se définir par rapport à l'extérieur, mais surtout se définir à l'intérieur de l'hôpital. Les médecins gèrent de moins en indépendant leurs services. Le boom technologique n'y est pas étranger et la rationalisation des dépenses de santé passe par une collaboration accrue. La notion de mur, de service, c'est à moi, sont mes portes, sont mes malades, tout ça c'est fini. Ce qui est important, c'est que nous soyons à la disposition de la population qui nous est confiée. Ce qui fait que dans l'avenir, certains chirurgiens, et même déjà ils le font, nous confient les malades en bilan préopératoire et ça repart ensuite dans leur service. Est-ce que vous pensez aussi que les murs sont tombés dans les têtes? Non. Le contrat d'objectif est signé pour 5 ans pour changer les mentalités.
Les lycéens manifesteront à nouveau demain à Paris. Ils ne défileront pas, mais se regrouperont assis sur la chaussée autour de l'Assemblée nationale. Une manière pour eux de dire qu'ils ne sont toujours pas satisfaits, mais cela ne les a pas empêchés de négocier. Négocier et discuter avec la première table ronde aujourd'hui autour de Lionel Jospin. 9 heures de débat et ce n'est pas terminé. Ils reviendront demain. Les discussions ont été, on s'y attendait, très animées. Reportage de Marie-Odile Pagnès et Philippe Basca. Dure journée pour les élèves délégués. Quelques suspensions de séance, mais pas de récréation depuis ce matin 10h30. Et pourtant, avec le ministre de l'Éducation nationale, ils n'auront pas eu le temps de plancher sur l'ensemble du programme. 2 thèmes seulement ont été abordés, la rénovation des lycées et la démocratisation de la vie lycéenne. Lionel Jospin a réexpliqué à ses jeunes interlocuteurs l'effort de 4 milliards de francs pour la rénovation. De plus, les lycéens seront associés pour déterminer les établissements prioritaires grâce à l'intermédiaire d'un monsieur plan d'urgence nommé dans chaque région. Vie lycéenne, les élèves obtiennent le droit de réunion, d'association, de presse et d'expression et chaque lycée bénéficiera de 30 000 francs pour mettre en œuvre ses droits. Une première journée jugée positive par Lionel Jospin. Je suis engagé dans une discussion, je la mène avec un très grand sérieux, une très grande attention. J'ai des interlocuteurs en face de moi très concrets, très vivants, qui partent souvent de leur vécu, mais qui posent aussi des problèmes globaux. Et vraiment, de ma part, ce n'est pas le moment de faire des spéculations sur l'évolution du mouvement. D'autant que de l'avis des lycéens, si l'on progresse, les moyens sont encore jugés insuffisants. Le bilan de cette journée est d'une part positif, parce que nous avons obtenu une série de choses, mais insuffisantes. Parce qu'on s'aperçoit que malgré les 4,5 milliards qui ont été dégagés, ça ne suffira pas à régler tous les problèmes que nous avons évoqués dans le plan d'urgence. Prudents, les lycéens ne veulent pas se démobiliser. Ils maintiennent donc leur manifestation demain. Troisième chapitre de cette actualité très dense, les affaires, c'est-à-dire les fausses factures. Les mondes de la politique, du bâtiment et du football sont impliqués, c'est beaucoup, commençant par la politique avec la suite de la controverse sur le financement de la campagne électorale de François Mitterrand. Henri Nallet, ex-trésorier devenu ministre de la Justice, continue de se défendre bec et ongle. Mathilde Pradier. Dure semaine pour Henri Nallet. Hier à l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire a tiré un nouveau coup de canon sur le garde des Sceaux, sommé de s'expliquer sur l'origine de son financement. Un député UDF exigeait l'ouverture d'une information judiciaire sur la société Urba. Demandez l'ouverture d'une information judiciaire sur la société Urba, véritable société de raquette nationale. Aujourd'hui, rebondissement, c'est le Nouvel Observateur qui épingle à nouveau Henri Nallet. Alors que le parquet de Narbonne l'avait demandé, le ministère de la Justice aurait refusé par écrit d'ouvrir une information judiciaire sur l'affaire Urba. Et ce, le 16 octobre 1990, quelques jours après l'entrée en fonction du garde des Sceaux, tout se serait passé par Telex. Il s'agit d'une note qui a été envoyée par les services de la chancellerie pour donner une indication au parquet, mais cette indication ne constitue sûrement pas un blocage de l'affaire. Simplement, il me semble que l'on demandait au parquet de prendre un certain nombre de précautions compte tenu de la nature et des responsabilités des personnes qui allaient vraisemblablement être inculpées. Dans sa défense, le ministre dit n'être pas intervenu. Il s'agit simplement d'une procédure ordinaire et classique. Mais l'étau se resserre autour d'Henri Nallet. Le syndicat de la magistrature, pourtant proche de la majorité, vient à son tour de demander l'ouverture d'une information judiciaire sur le financement de la campagne de François Mitterrand. Après la politique, le bâtiment, le PDG du groupe Cogedim a été inculpé aujourd'hui d'usage de faux. Une nouvelle fois, c'est donc une affaire de fausses factures. Elles auraient permis à la Cogedim d'obtenir des chantiers en région parisienne. Et une fois de plus, des hommes politiques seraient impliqués. Morad Aitabouche. Côté court, la Cogedim, une affaire prospère qui s'affiche en double page dans les journaux. Sans prétention, elle annonce Cogedim, première marque de l'immobilier en France. Côté jardin, cette société, filiale de la Banque Paribas, est depuis plusieurs mois dans le collimateur de la justice et du canard enchaîné. À l'origine de ces ennuis, cette zone front de Seine, située à Levallois. Ce terrain a été racheté à Citroën par la mairie pour y construire 4 500 logements et 280 000 m² de bureaux.
En novembre 87, la Semarelp, société d'économie mixte de la ville de Levallois, effectue des travaux de démolition. 2 mois plus tard, la Cogedim commande de nouveau ces mêmes travaux. La CTMT en est chargée, le mécanisme des fausses factures s'enclenche, les 3 millions de francs prévus pour ces travaux, déjà réalisés, atterrissent dans un bureau d'études. Le tour est joué. Mais où est passé l'argent ? Michel Mauer, le PDG de la Cogedim, inculpé de faux et usage de faux, a expliqué que son entreprise n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Quant au député maire RPR de Levallois, il rejette toute responsabilité. Sur la ZAC du front de Seine, il y a aujourd'hui 1000 sous-traitants dont nous ne sommes, nous, responsables ni de près ni de loin. Alors c'est une affaire sûrement regrettable entre Cogedim et le démolisseur qui est actuellement inculpé. Je ne sais pas du tout si Cogedim a une responsabilité quelconque. Reste que la Cogedim n'est pas la seule impliquée dans des affaires semblables de fausses factures en Île-de-France. Depuis un an, 55 personnes ont été inculpées. Parmi elles, des dirigeants de la SCREG Île-de-France et de la SAE. Les sommes détournées atteindraient 300 à 500 millions de francs. Qui a alors profité de cet argent? Certains hommes politiques de droite comme de gauche doivent en ce moment se faire tout petits. Et le sport n'est pas épargné. Cette fois, c'est un grand nom du football français, Jean-Claude Darmon, qui est accusé d'avoir créé 12 sociétés écrans. Le grand banquier du football est toujours en garde à vue à Marseille. Et d'après les sources judiciaires, on sait aujourd'hui que les sommes détournées seraient tout simplement considérables. Didier Balèze. Dans le cadre de l'affaire Courbis sur les malversations financières du SC Toulon, les enquêteurs marseillais perquisitionnent hier chez Jean-Claude Darmon et découvrent un scandale national. Tout débute par l'exploitation d'un chèque de 286 000 francs versé à messieurs Ménard et Gamet pour un faux travail non accompli. Seulement voilà, les ramifications de l'empire Darmon sont impressionnantes. Son décollage dans la galaxie financière coïncide avec la bonne marche de l'équipe de France. Dès 1978, il vend les prestations de l'équipe nationale. Parallèlement, il est le premier à vendre les panneaux publicitaires des stades à Nantes, Bordeaux ou Monaco. Il négocie tous les droits de retransmission de l'équipe de France et des clubs en Coupe d'Europe. En 86, il devient directeur de la promotion au sein de la fédération. En 89, co-directeur du Parc des Princes. Jean-Claude Darmon, 49 ans, draine 60% des recettes nationales sur le foot. Son chiffre d'affaires voisine 600 millions de francs. Son interpellation ne semblait pourtant pas inquiéter aujourd'hui le président de la fédération française. Je ne peux que vous confirmer mon souhait que toutes ces enquêtes, que toutes ces interrogations aillent au bout et qu'après on puisse non pas tirer un trait, mais faire un bilan et prendre les dispositions qui s'imposent. Nouveau rebondissement ce soir, les policiers de la brigade financière du SRPJ ont mis à jour l'existence de 12 sociétés écrans créées par Jean-Claude Darmon pour dégager des fausses factures. Cet argent aurait servi à financer des caisses noires dans plusieurs clubs. Patrick Ménard et Maurice Gamet sont inculpés ce soir de faux, usage de faux, complicité et recel. Dès demain, certaines révélations mettant en cause plusieurs hauts dirigeants dont les noms circulent déjà pourraient aboutir à de nouvelles inculpations. Avec la chute de Darmon, c'est tout l'édifice du foot qui menace de s'écrouler dans les prochains jours. L'avocat et historien Henri Noguer est mort à l'âge de 74 ans. L'auteur de l'histoire de la résistance en France était l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Un DC-9 d'Alitalia s'est écrasé ce matin près de Zurich. Les 40 passagers et les 6 membres d'équipage sont morts dans l'accident. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'avion volait 300 mètres trop bas au moment de la catastrophe. L'examen de la boîte noire devrait permettre de savoir pourquoi. Mais apparemment, l'accident serait dû à une erreur humaine. Porsche, Mercedes et Jaguar devront désormais compter dans les 24 heures du Mans avec une nouvelle voiture, une française, la 905 Peugeot. Alain Dorgans vous la présente. 4 enragés de la vitesse se mettent dans la gueule du lion, rugissant sous les traits de la 905 Peugeot. Keke Rosberg s'étant mis au vert, Philippe Alliot, Yannick Dalmas et Mauro Baldi sont venus découvrir ce matin le nouveau bolide, la 905, à mi-chemin du sport prototype et de la F1. Voilà un compromis qui ne dépaysera pas les 3 pilotes fraîchement émoulus de la Formule 1. Pour Philippe Alliot, la 905, mue par un moteur V10, procure des sensations identiques. En grandeur nature comme ça, ça se rapproche en fait énormément d'une F1. C'est une F1 carrossée, on peut le dire, la coque est en carbone. Pratiquement identique, les suspensions, le moteur qui est un V10. Je retrouve toutes les caractéristiques de la Formule 1 ici, un tout petit peu surdimensionné par une F1, c'est tout.
Jean Todt, le directeur de Peugeot Sport, a su s'entourer de pilotes performants afin de permettre à la 905 de démarrer sur les chapeaux de roue les championnats du monde de sport prototype 1991, dont le départ sera donné le 31 mars en Australie. En attendant, Philippe Alliot, Yannick Dalmas et Mauro Baldi iront effectuer leur première séance de roulage au Castellet à la fin du mois. La route du Rhum, Artaud caracole en tête après une longue bataille. Et non seulement elle conserve sa première place, mais en plus, elle conforte son avance. Elle a maintenant plus de 70 000 d'avance sur Mike Birch. Et elle fait route vers les Antilles et peut-être vers la victoire. La putain du roi, le titre est brutal, mais il ne s'agit que d'un film, le film d'Axel Corti. C'est une super production européenne, franco-italo-anglaise, qui nous ramène dans l'Italie de la fin du XVIIe siècle, à travers une terrible histoire d'amour entre un roi et une courtisane. Michel Vial. Jeanne est française, née de Luynes, épouse du chambellan du roi du Piémont. Elle est jeune, belle, et son charme un peu vénéneux opère instantanément sur Victor Amédée, qui en oubliera jusqu'au drame tous ses devoirs de monarque. May I present my new daughter-in-law, the Countess of Berua? I hope you'll be happy here with us. We would be happy anyway, Your Majesty. It's a tragic love story. C'est une tragique histoire d'amour. Je pense qu'il y a des éléments que j'ai reconnus dans ma propre vie et celle de gens que je connais. C'est une histoire d'amour, d'amour perdu, d'obsession, de pouvoir. You forced me to stoop to this. Like a thief. I feel as if there's a beast inside me. I may be a king, but I have the manners of a peasant. Au départ, elle n'y est pour rien. Elle aime son mari, mais elle a la malchance de devenir la victime de la passion d'un autre homme. Et sa passion pour elle est tellement forte qu'il doit la posséder absolument. Le film d'Axel Corti, à la fois épique et lyrique, raconte ce dérèglement et cette obsession parfois pathétique, ce combat entre passion intime et raison d'État qui broie l'entourage même des deux amants. Mais ce combat mortel, s'il détruit le couple, finira néanmoins par racheter leur amour. Et il existe, Dieu merci, une autre manière d'entrer en transe, moins dangereuse et peut-être plus artistique. Le trance art ou empreinte magique, c'est beaucoup plus pudique et c'est tout simplement une nouvelle forme de peinture abstraite. Le créateur de ce mouvement, c'est Zine, un peintre marocain, l'un des plus connus au Maroc. Il imagine ses toiles à partir de corps en transe et il travaille avec la tribu des Gnawa. Reportage au Maroc de Nicole Bappel et Edmé Poupard. Zine veut faire du transart un art universel. Marrakech choisit s'envelopper de vapeur d'encens, rencontre de 5 éléments, Gnawa, secte africaine, musique, couleurs, trance et l'offrande, la toile immaculée qui attend les empreintes magiques du corps des danseurs pour créer la 4e toile transart du peintre marocain. C'est des pinceaux, si vous voulez, donc il y a une vibration, et c'est ce qui est extraordinaire, on est là devant quelque chose qui naît. Il y a des génies possesseurs qui sont dans l'air. Création née d'un état collectif, le peintre Yves Klein procède de même déjà en 1957, mais avec des corps de femmes peints en bleu. Zine y ajoute le spirituel, les rites gnawi. Chaque couleur correspond à un rythme, chaque rythme a une transe qui inspire l'artiste. De la transe jaillit la création. Pour Zine, elle fixe sur la toile une part du patrimoine culturel marocain, les rites gnawi. Des danseurs ou du peintre, qui est le créateur? Le créateur, c'est Dieu qui nous a guidés pour arriver à ce résultat. C'est une synergie, en quelque sorte, qui a créé cette atmosphère et qui a agi et influencé tout et capté même le mouvement et même le mouvement pour peut-être donner un résultat commun. Dernière empreinte magique, signée Zine.
Et avant de conclure, je voudrais vous présenter un excellent outil de travail réalisé par Félix Collin, qui a déjà publié le trombinoscope du Parlement et du gouvernement. Cette fois, Félix Collin publie la trombine des notables. C'est le trombinoscope des régions et départements avec 7000 noms et 3000 photos de tous ceux qui décident en province. Il est 20h, le rappel des titres du 19-20. Le Premier ministre seul contre tous pour défendre la CSG, la contribution sociale généralisée. L'opposition et le Parti communiste décidés à voter la censure. Michel Rocard amende son projet. La CSG sera entièrement affectée à la branche famille. Un geste en direction des centristes. Un monsieur plan d'urgence dans chaque région. Il conduira à la rénovation des lycées. Premier résultat concret de la rencontre entre Lionel Jospin et les 20 représentants des lycéens. Poursuite des discussions demain après-midi. Le sitting place du Trocadéro est maintenu. Affaire Darmon suite avec la mise à jour par la police de l'existence de 12 sociétés écrans spécialisées dans les fausses factures. Le monsieur pub du football français reste en garde à vue. 2 de ses collaborateurs viennent d'être inculpés. 14 membres du gang des Lyonnais inculpés de tentative d'homicide, de vol à main armée et d'association de malfaiteurs. Parmi eux, les 5 policiers ripoux. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à plus de 65 braquages, dont 3 qui s'étaient soldés par la mort de convoyeurs de fonds. Superbe programme sur la 3 ce soir, après Fabrice, un premier film avec Annie Girardot qui boit pas, qui fume pas, enfin vous connaissez la suite, et un autre film avec Charlton Heston et Cassavetes à 22h35. À 22h50, à 22h05, il ne boit pas, il ne fume pas non plus, mais il informe. C'est Marc Hautement qui vous présentera Soir 3, et tout de suite la météo complète de Florence Klein. Bonne soirée sur la 3, à demain 19h, bonsoir. Bonsoir.